OK. À quel point tu penses que avoir osé, franchir le pas à ce moment-là, ça a conditionné des choses pour la suite, que ce soit dans les faits ou au niveau de ton état d'esprit? Heu, le sentiment de liberté que tu as dans le voyage, tu ne le retrouveras nulle part ailleurs, nulle part ailleurs. C'est-à-dire que ce sentiment-là, il est incroyable. Et du coup, bah, aujourd'hui, il y a des choses qui font que je prends des décisions par rapport à ça. La liberté, pour moi, c'est quand même un, quelque chose qui rentre dans on va dire, dans les top 3 des choses qui sont importantes pour moi. Euh, sur pouvoir aller où je veux, quand je veux, et ne pas être attaché à du matériel. C'est-à-dire que pendant 2 ans, tu vis avec un sac à dos qui fait partie de ta vie. Enfin, souvent, on se moque de moi et on s'est moqué de moi. Il y a des habits que j'ai depuis X années que je garde. Et en fait, je peux vivre avec 4 fringues. Maintenant, il y a des trucs que j'achète de temps en temps pour me faire plaisir, mais j'ai vécu j'exagère, mais c'est ça, 3 t-shirts, un pantalon, que j'ai d'ailleurs, il y a des shorts que j'ai eu du mal à jeter. Ils étaient complètement troués, hein, il n'y avait plus rien. Enfin, on ne pouvait plus les réparer. On m'a dit non, mais Maud, là, à un moment donné, tu ne peux pas. Enfin, ça ne marche pas. Voilà, et donc, ce non-attachement aussi au matériel, j'essaie de le garder. Alors après, t'as la vie de tous les jours, hein. C'est forcément pas les mêmes choses que tu vis au quotidien là que quand tu es en voyage. Mais en tout cas, j'essaie de garder ça. Et ça fait partie, ouais, des choses qui sont importantes pour moi aujourd'hui. OK. Du coup, à ton retour, tu nous dis que tu décides d'intégrer, cette double passion dans ta vie, professionnelle. Ouais. Tu crées une agence qui s'appelle Trail the World. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, pourquoi tu décides de lancer ça et comment tu crées le projet? Alors, initialement, c'est Fred, donc, qui est mon associé et mon compagnon dans la vie, qui, euh, qui initie ça, une page et une association, alors je crois en 2015, après un voyage qu'il fait avec un de ses amis, Jonathan, et Cédric d'ailleurs. Et en gros, il rentre de ce voyage, c'est la Transvulcania. Et en fait, il se dit, ça serait cool qu'on puisse faire voyager des gens parce qu'ils avaient galéré pour aller dans des endroits, sur ce trail notamment, qui aujourd'hui est un peu plus facile, hein, mais en tout cas à l'époque, en 2015, c'était compliqué. Et moi, en 2015, je pars, donc je fais mon voyage. Je ne connais pas Fred à ce moment-là, je ne connais pas Trail the World, je ne connais pas voilà, ce qu'il a lancé. Et en fait, il rédigeait aussi des articles sur des analyses de courses, voilà, étant passionné de trail, Fred notamment. Et en fait, comme je partageais mon voyage sur les réseaux, euh, Fred arrive à trouver ma page et puis il suit un petit peu ce que je fais. Il me dit ah, mais c'est cool ce que tu fais, tu voyages, tu découvres le monde, tu parcours des trails, les courses. Enfin voilà, il y avait. Puis moi, je me rends compte aussi de ce qu'il fait. Je me dis mais c'est trop bien, l'idée est super cool. Mais c'était comment dire, en association et voilà, c'était pas encore abouti. Et au final, il fait une interview de moi sur son site, qui est Trail the World à l'époque, et il faisait des petits articles sur des personnes. Et là, ça collait bien. Une fille qui fait le tour du monde et en plus qui fait du trail. Trail the World, ça allait bien. Donc, on fait cette interview, puis on échange un petit peu sur, comment dire, sur ses courses. Lui participe à une course en 2016, la Hard Rock, qui est une très grande course en trail qui est très compliquée enfin, auquel il est très compliqué de participer. Je le suis, enfin voilà, on se suit et puis on reste en contact. Mais on ne s'est pas rencontrés, on est un peu à l'autre bout du monde chacun. Et puis en rentrant, moi je lui dis, mais tiens, faut qu'on se rencontre parce qu'en fait, on a des atomes crochus sur ce qu'on a envie de faire, tu vois, dans la vie. Euh, et puis, on se rencontre, donc je rentre en janvier 2017, on se rencontre, je pense, en mars, dans un café. Lui habitait à Annecy, remontait en Normandie chez ses parents. Moi, j'étais à Paris à ce moment-là. On prend un café à Saint-Lazare et en fait, on passe une demi-heure à parler de projets trop cool et si on pouvait faire voyager les gens. Mais en fait, on sait pas, tu vois, si ça peut fonctionner, le principe de l'agence, parce qu'en fait, tu as toi tes rêves, tu sais qu'il y a un intérêt, mais il faut vraiment voir le truc si ça fonctionne. Puis on se dit, bah, pourquoi on lancerait pas un voyage test?
Et en fait, moi, je lui dis, bah ouais, carrément, on emmène les gens au Chili, tu vois, un endroit ultra cool dans lequel j'avais couru. Et puis il me dit, Fred ne dira jamais non, en plus d'ailleurs, si un jour tu as l'occasion de le rencontrer, voilà, sur des projets fous. Il me dit, bah carrément. Donc en fait, on essaie de monter ce projet. On s'associe avec une agence de voyage pour pouvoir le monter parce qu'on n'était pas agence. Et, euh, et donc on propose ça. Et en septembre, on décide de faire partir tout le monde. Entre-temps, moi, je participe à une course un peu très très longue d'ailleurs, qui est l'ultramarin, qui est le Tour du Golfe du Morbihan. La seule personne qui m'avait dit oui, que j'étais capable, c'était Fred, hein, d'ailleurs, pour la petite histoire. Et il m'a fait l'assistance d'ailleurs pendant cette course, c'était pas prévu, il m'a fait une surprise. Et suite à cette arrivée de l'ultramarin, on ne s'est plus jamais quitté avec Fred. Et on fait ce voyage en septembre avec tout le monde. On a réussi à faire partir 4 personnes. Donc pour nous, c'était super. On s'est dit il y avait des gens qui souhaitaient faire ça. On rentre. Et là, on se dit, OK, on lance l'agence de voyage. Et donc, on crée officiellement l'agence fin 2017, Trail the World. Et donc l'association, du coup, on garde le même nom de l'association, et puis l'association n'existe pas et n'existe plus. Et donc du coup, on fait les demandes pour être agence de voyage parce que c'est un petit parcours du combattant. Déjà à l'époque, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est encore plus compliqué avec tout ce qui s'est passé, Covid, etc. Et donc du coup, en avril 2018, on a officiellement l'agrément agence de voyage, et c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à proposer des voyages. Et voilà, okay. C'est comme ça qu'on a lancé nos premiers voyages en 2018. Et du coup, suite à ça, comment tu fais pour vraiment faire décoller le projet? C'est quoi un petit peu ta stratégie pour trouver tes premiers clients? Et comment tu fais pour développer ensuite au fil du temps? Alors, ce qu'on fait, de toute façon, il faut toujours des premiers clients. C'est toujours ça la grosse problématique. Une fois que tu as des premiers clients, les gens t'ont fait confiance, etc. Donc, on essaie de rassurer les gens avec déjà la partie agence de voyage, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vendent des voyages mais qui ne sont pas agréées. Et pour nous, ça c'était un gros moyen pour prouver qu'on était sérieux. On communique pas mal donc sur le voyage qu'on a organisé. On parle de l'ensemble des prestations qui sont proposées. Enfin, tu vois, on passe pas mal de temps à communiquer sur les images, sur ce qu'on a fait, sur ce que nous, on accompagne, parce qu'au départ, on accompagnait tous les voyages. Ce qui est très demandant hein, quand tu lances une société, sachant que si on organisait 4 voyages, ça veut dire que 4 voyages entre 5 et 10 jours, on pouvait partir de chez nous. C'est-à-dire que tu t'occupes pas du développement de la société. Et en fait, de fil en aiguille, on arrive à se faire un peu plus connaître. On était présent aussi sur pas mal d'événements parce que déjà, on adore suivre les courses. Mais d'autant plus, en fait, ça permet aussi de personnifier qui est derrière, parce que on est une agence de voyage en ligne, on n'a pas d'agence physique, donc on ne reçoit pas les personnes, tu vois, dans une agence type standard. Et donc, du coup, comme ça, on commence à grandir un peu. Donc, 2018, 2019. Et en 2020, début 2020, on arrive et on fait quasiment le même chiffre d'affaires que 2019. Et on est au début de l'année 2020. Et tu sais ce qui s'est passé en début d'année 2020. Voilà. Nous, on a eu la bonne idée de lancer une agence de voyage. Et puis, 2 ans après, on se retrouve on doit annuler tous nos voyages. On dit ça à nos clients, on les appelle. Il y avait plein de voyages qui étaient prévus. Et puis, on serre les dents. Heureusement, on a des aides de l'État qui nous permettent de continuer à faire fonctionner la société. Alors, pas à nous payer, hein, mais en tout cas à faire que la société ne s'arrête pas. Et ça, c'était un gros point pour nous. Et puis, on lance en 2019, un petit peu avant le Covid, un podcast. Parce qu'en fait, on s'est dit, ça serait trop cool de pouvoir aider les gens. Là, le podcast, tu le vois, hein, c'est très demandant. Ça prend énormément de temps et il faut le faire vraiment par passion. Et en fait, à ce moment-là, on lance un podcast pour aider les gens à courir des courses. Parce que, étant coureur, ce qu'on se fait avec Fred, souvent avant les veilles de course,
on regarde le profil et on se dit, allez, on se fait un briefing de course tous les deux. On se dit, ok, comment ça va se passer, il y a combien de montées, etc. Et là, on s'est dit, mais ça serait trop cool de pouvoir faire parler des gens, on va dire, normaux comme nous, et des élites pour un petit peu parler du terrain, de comment ça va se passer la course. Parce qu'il y avait beaucoup de vidéos, il y avait beaucoup d'articles, mais dans les vidéos, ce qu'on ne retrouvait pas, et dans les articles, c'était le terrain, comment il était, la difficulté, le passage, vraiment comme un briefing de course que nous, on se faisait tous les deux. Et on commence à lancer ça un petit peu, on va dire de manière un peu amateur, clairement. On avait un petit micro, on enregistrait sur Skype. Vraiment, c'était trop cool parce qu'on avait des grands champions, des grandes championnes qui nous partageaient un petit peu leur ressenti sur des courses. Et d'ailleurs, le premier épisode qu'on fait, c'est sur le trail du Ventoux. Et aujourd'hui, on habite au pied de cette montagne, c'est trop drôle. Et au bout de quelques mois, on n'avait pas fait d'interview à proprement parler de personnes, tu vois, sur un profil en particulier. Et notre podcast s'appelle Ouf, parce qu'on voulait faire souffler les gens, etc. Et en fait, on interview un Français qui s'appelle Guillaume Calmette, qui lui participe à la Barclay, et c'est le premier à l'époque, donc en 2019, qui fait 3 tours à la Barclay. Donc c'est la Fun Run. En moins de 40 heures, il arrive à faire 3 tours à la Barclay, ce qui paraît faisable aujourd'hui parce qu'il y a de plus en plus de monde qui finit la Barclay, mais c'est quand même, on va dire, un monstre pour nous à l'époque. On se dit, waouh, le gars, il a tout assuré. Et donc, on l'interviewe, on se dit, bon, là, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et on passe 1h30 à discuter avec lui. Et puis, il nous parle un petit peu des courses qu'il a faites, etc. Et comment il est arrivé un peu à la Barclay. Et il nous parle du principe de Backyard Ultra. Et donc, nous, on comprend que c'est une course de 6,7 km à faire en 1 heure. Il y a un départ qui est donné toutes les heures. Et l'objectif, c'est de tester la résistance mentale et physique des coureurs. Ça a été créé par Lazarus Lake, le créateur de la Barclay. Et en fait, cette course, elle s'arrête quand il ne reste plus qu'une seule personne à courir, toute seule. Et là, on se dit, mais attends, mais ça n'existe pas en France. Pourquoi on ne lancerait pas le truc? Et on n'était pas du tout dans l'organisation d'événements. Mais on s'était dit, si on organise des événements, on veut que ce soit un truc qui soit un peu différent et pas organiser une course à proprement parler. Tout simple, même si ça pourrait marcher. Et on regarde, et en fait, ça n'existe pas. Et on est en 2019. On se dit, bon, ok, on va le lancer pour 2020. On lance, et d'ailleurs, on a eu, heureusement qu'on a lancé ça, parce que ça nous a permis de faire vivre en plus la société, parce qu'on n'avait pas de voyage du tout. Et comme nos événements étaient de petite taille, ça nous permettait quand même de faire vivre la société et de faire des choses, parce que 2 ans sans rien faire, c'est très long. Hein. Sachant que voilà, quand on est hyperactif, c'est très compliqué. Et donc, on lance ce truc, cette fameuse Backyard Ultra qui sont les courses aujourd'hui Infinity Trail. Et en fait, on se rend compte qu'en 2 semaines, cette course qui a lieu, donc on lance la communication en juin 2019, on lance la course pour mai 2020, on se dit comme ça, on a le temps de préparer, etc. On se rend compte que c'est rempli en 2 semaines. On se dit, ah oui, d'accord, donc ok. Donc vraiment, je pense que les gens sont à la recherche d'un format, etc. Et bon, il y a ce Covid qui est là, donc on arrive début 2020, on devait l'organiser en mai, on peut pas, parce qu'on là, clairement, on était confinés jusqu'au 15 mai, et je crois que c'était à ce moment-là. Donc, on le décale en juillet. Ça passe, on va dire, les barrières entre les gouttes, parce qu'on avait 50 personnes au départ. Donc, sauf que nous, à l'époque, on faisait mettre les masques au début et à la fin de chaque boucle à tous les coureurs. À la fin, ils étaient 3. Ils faisaient ça, et au bout de 10 heures qu'ils passaient ensemble, ils nous ont demandé s'ils pouvaient enlever les masques, parce qu'ils étaient 3 à la fin. Donc là, on a un peu laissé, mais en même temps, ça faisait plus de 24 heures qu'ils étaient ensemble. Mais du coup, ça nous a appris un peu à gérer avec toutes les problématiques. Et donc, grâce à ça, on a pu continuer à faire fonctionner la société et à la faire grandir. Et dès qu'on a pu relancer les voyages, on l'a fait. Mais à ce moment-là, quand on les a relancés, on a proposé que du sur-mesure et du liberté, parce qu'on s'est dit, de toute façon, les problématiques de est-ce qu'on maintient un voyage, est-ce qu'on ne le maintient pas,
on voulait pas accompagner et on va dire mettre des dates fixes. On s'était dit, si les gens veulent partir voyager, ils nous contactent et puis derrière, on leur montrera les voyages complets. Et c'est ce qu'on a lancé, c'est ce qui marchait aussi de plus en plus, beaucoup des voyages en liberté du sur-mesure. Donc voilà, donc ça a été le moment un peu délicat du développement de la société, de comment on fait pour avancer. Ok. Sur le sur-mesure, justement, ouais, je voulais y venir, c'est la question que je voulais te poser. Du coup, aujourd'hui, vous fonctionnez uniquement comme ça, donc comment ça se passe? C'est-à-dire que les gens vous contactent et ensuite vous créez vraiment un voyage spécial pour la personne? Exactement. Alors, il y a 2 choses qu'on fait aujourd'hui. On travaille avec des accompagnateurs qui, eux, veulent, hem, comment dire? Proposer un voyage et nous, on leur propose la structure complète de l'encadrement avec tout ce qui est assurance et cetera d'une agence de voyage. Ça, on le fait, parce que, les gens qui sont accompagnateurs ont besoin de cette structure-là. Et l'autre partie qu'on fait beaucoup, c'est le sur-mesure. Donc, une personne répond à un questionnaire que nous, on a identifié en amont, hein, au fur et à mesure des échanges qu'on a eus avec nos clients. Ils nous donnent leur date de voyage, leurs envies, si c'est une course ou juste, ça peut être une traversée, ça peut être accompagné ou non. Et derrière, on leur monte le voyage complet. Alors, pas que autour de la course. L'idée, c'est de les faire voyager et découvrir. C'était ça, en fait, à la base. Euh, la mission qu'on avait, c'était de se dire, et qu'on a toujours, c'est si tu vas dans un pays, tu vas le découvrir, tu vas courir, mais derrière, tu découvres les activités qui vont autour. Tu vas pas juste cocher sur une case la course auquel tu vas participer, faire la traversée. Vraiment, il faut que tu t'imprègnes en quelque sorte du pays dans lequel tu vas voyager. Et du coup, le sur-mesure, on peut avoir des gens qui partent au Canada faire une traversée ou des personnes qui veulent participer au Mute à Madère à l'Ultra du Mont Fuji au Japon. Vraiment, on a toute demande. Ou une traversée en France ou à Majorque. Enfin, voilà. Ça, nous, on dira jamais non, à part grosses problématiques géopolitiques, etc. On a un ensemble de partenaires sur place qui nous aident aussi à gérer toute la partie logistique et si jamais il y a besoin d'accompagner nos différents coureurs et voyageurs. Ok, mais du coup, vous éduquez vraiment les gens sur la partie voyage, c'est pas uniquement une organisation de course, et voilà, c'est vraiment important Ah oui, bah en fait qu'il y ait l'ensemble. c'est dommage parce que l'ayant vécu, c'est dommage de dire tu vas courir et puis après ciao tu rentres à la maison. Ce qui peut être fait et ce qui est fait, alors peut-être de moins en moins, mais sur la partie route, aujourd'hui, les gens vont courir à un endroit et rentrent chez eux. C'est assez rapide. Mais c'est pas la même démarche parce que nous, on est face à des gens qui aiment un peu plus la nature et donc forcément qui sont plus sensibles à ça. Ok. Euh, Plus récemment, tu as ensuite créé une autre agence qui est Wella, qui est plutôt orientée du coup team building. Enfin déjà, est-ce que c'est une boîte à part entière ou est-ce que c'est une filiale, c'est une boîte à part entière? Alors, ça appartient à Trail the World. C'est juste que, en fait, on a créé une marque différente parce que Trail the World, si on s'adresse à des entreprises, les gens vont nous identifier en disant, OK, on va devoir courir, on va devoir monter une montagne, Ok. on va en chier et en fait, on va souffrir. L'idée, c'est de se dire, on veut faire bouger les collaborateurs. Et ça, c'est venu d'ailleurs pendant le confinement, parce qu'on a eu pas mal de temps pour réfléchir à ce qu'on voulait faire. Et en fait, on a créé cette marque pour faire bouger les collaborateurs qui se retrouvent ensemble et qui créent du lien dans la nature. Et alors, je dis créer du lien dans la nature, bouger ensemble. Je dis pas sport tout le temps parce que le mot sport, ça fait peur. Euh, Si tu regardes autour de toi, souvent, il y a beaucoup de gens qui se dévalorisent. Alors, il y en a qui arrivent à se mettre en avant, hein, mais quand tu dis à des gens, et je pense même moi la première, t'es sportif, t'es sportif. Non, non, mais moi je suis pas sportif, toi t'es sportif. Tu vois, il y a ce rapport au sport où on se dit, euh, non, mais en gros, pour faire du sport, il faut que tu sois dans les top performeurs, il faut que tu fasses X temps sur un trail, il faut que tu fasses telle place, etc. Ou même sur route, enfin voilà. Et en fait, nous, on veut pas du tout ça. On veut se dire, par exemple, tu vas faire 5 kilomètres de marche, tu vas promener ton chien, tu rentres dans la catégorie des sportifs. C'est pas, c'est pas parce que tu souffres que t'es pas sportif. C'est pas, tu vois,
D'ailleurs, pour l'avoir vécu, je faisais 15 minutes de yoga pendant le confinement parce qu'on ne pouvait pas sortir, donc il a fallu me trouver un truc pour me calmer. Je faisais 5 minutes au départ, j'en faisais 15 par jour, 15 minutes par jour. Le yoga, c'est du sport et en fait, dans l'inconscient, c'est pas intégré. Donc en fait, en lançant Wella, on s'est dit, on va faire bouger les gens dans la nature et on va leur faire créer du lien. Et donc le mot Trail the World, ça collait pas. Donc Wella, ça veut dire empreinte en espagnol. Donc je veux mettre mon empreinte et en tout cas, je suis dehors. Et c'est comme ça en fait qu'on a lancé cette offre team building qu'on a commencé un peu à développer il y a 1 an et demi pour en fait que ces gens qui ont bossé pendant X temps en télétravail et qui continuent à bosser en télétravail se retrouvent et en fait et soient plus à même de bosser ensemble. Parce qu'on a beau dire la technologie c'est cool, ça nous permet de faire plein de choses, mais en fait l'humain il a besoin de se rencontrer. Les gens, ils ont besoin, dès qu'on a réouvert des lieux, je sais pas, des festivals, je parle pas que de sport, des concerts, des cinés, enfin voilà, les gens, ils ont eu besoin de se retrouver. Et je pense que c'est toujours le cas. Et même si on a toute cette technologie, ça remplacera jamais le lien humain. Et en fait, c'est ça notre objectif. Avec Wella, prendre le sport, encore une fois, prendre le sport pour un prétexte pour créer du lien. Et en fait, c'est l'activité physique, l'activité de plein air, on peut nommer tout. Mais voilà, en gros, c'est un peu ça la mission de Wella. Ok. Du coup, comment ça se passe concrètement quand les gens de contact sont des entreprises plutôt ou des employés ou des CEO? Comment ça Alors, se passe? Et ensuite, toi, comment tu leur présentes les choses? pardon. C'est des managers qui veulent faire bouger leurs équipes, qui eux-mêmes sont un peu dans la dynamique du mouvement, de l'activité. Et j'ai ça. Ou sinon, c'est des groupements d'entreprises qui veulent organiser un événement et qui viennent nous solliciter pour qu'on puisse derrière leur créer des activités complètes, une organisation et on va dire tout ce qui est sécurité autour. Parce que en gros, la grosse problématique des entreprises, alors c'est chouette, les séminaires, etc. Mais en fait, quand c'est l'entreprise qui l'organise elle-même et qu'il y a un employé qui se fait mal, X ou Y, alors ça peut être, ils vont manger dehors sans faire de sport. C'est l'entreprise qui est responsable. Si tu passes par une agence, tu délègues cette responsabilité. Alors, tu n'empêches pas le risque de blessure de chacun des personnes qui vont venir. Mais en tout cas, tu délègues cette responsabilité sur l'agence. Et donc, c'est ça, en fait, nous, qu'on enlève comme poids aux entreprises et aux groupements. Et derrière, on monte des projets. Alors, on regarde, ce qui est important, c'est qu'on regarde le niveau moyen des collaborateurs. Alors, on sonde plutôt le manager, le groupement qui vient nous solliciter, et on regarde ce qui est envisageable en fonction du niveau. Parce qu'on ne veut pas faire des activités trop intenses à des gens qui n'en font jamais, et inversement. En fait, il faut trouver le juste milieu et que chacun trouve sa place. Donc, on essaie d'imaginer des activités. Alors, ça peut être de l'escalade, ça peut être de la randonnée, du kayak, ça peut être, on a organisé récemment un challenge pour faire le plus de dénivelé possible et gravir l'Everest. Ça, c'est parce qu'on avait organisé un événement qui s'appelle 24 heures Vertical Challenge et un des managers avait vu qu'on avait organisé ça. Bon, alors, il voulait pas le faire sur 24 heures, heureusement, parce que sinon ça aurait été compliqué pour certains. Mais en fait, on a réfléchi à adapter ça pour des équipes. Et donc, pendant 3 heures, sur une petite boucle, les équipes se sont challengées avec une mixité dans les équipes. On mettait et des gens qui étaient très sportifs et des gens qui l'étaient moins. Comme ça crée cette émulation de se dire, OK, je me bats pour l'équipe. Et c'est ce sentiment de se dire, on ne fait pas qu'un challenge individuel. Ça, c'est vraiment, pour nous, c'est une base qu'on crée dans tous nos événements, dans tous nos séminaires. Il n'y a pas de challenge individuel. Si on veut créer de la cohésion, il faut faire des challenges d'équipe. Parce que c'est ça qui va te pousser à aller plus loin. Et tu le vois, en fait, dans tous les sports. C'est ça, que tu cours seul ou que tu es en sport collectif, c'est le groupe qui fait que tu vas aller plus loin. Et donc, on essaie de faire ça, donc des challenges collectifs. Et on met aussi beaucoup de jeux. En fait, c'est très rare que
les gens n'aiment pas le jeu. C'est-à-dire que il y a même des gens, challenge, hein, je peux te dire, il y a une personne pour qui on a organisé d'ailleurs, qui était participante et d'un événement et qui me dit non mais moi j'aime pas du tout les escape games, j'aime pas les jeux. Au final, la personne a participé et elle m'a avoué à demi-mot, elle m'a dit c'était quand même pas mal, tu sais. Bon d'accord, ok. Parce qu'il y avait, on essaie de mixer, comme je disais, les équipes avec des gens qui sont motivés, un peu moins motivés. Et, et derrière, en fait, ça te crée cette envie de dépasser pour le groupe. Et puis le jeu, vraiment, c'est un truc qui attire tout le monde sans avoir des grands enjeux, avec des petites récompenses où, en fait, tu sais que chacun des membres de l'équipe va être récompensé en fonction de ce qu'ils ont donné, etc. Mais voilà, donc c'est l'activité adaptée à, on va dire, au niveau moyen des participants, impliquer le jeu et en fait créer ce moment convivial en nature. Ok. Comment est-ce que tu aimerais voir évoluer ces différents projets dans les années à venir? Alors sur la partie, parce que on en a un peu moins parlé, on a quand même pas mal de courses sur les backyards aujourd'hui qu'on a, donc qui prend quand même pas mal de temps. Donc aujourd'hui, ouais, on a plusieurs activités, soit le voyage sur mesure pour des particuliers, soit l'événementiel pour des, comment dire, des particuliers sur des formats un peu originaux et la partie séminaire. Le voyage sur mesure, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on propose, qu'on continue de proposer. Euh, mais pour vivre, honnêtement, après, si on parle, tu vois, de la vie d'une entreprise, il faut faire beaucoup de volume. Parce que le voyage, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sélectionnent leur voyage sur Internet, etc. Enfin, voilà. Et c'est normal, parce qu'ils veulent la rapidité. Nous, on propose du conseil, mais ça veut dire qui dit conseil dit peut-être un peu plus cher. Donc, on ne s'adresse pas forcément à l'ensemble de la population. Donc, forcément, un peu moins de cibles. Donc, ça, on le garde aujourd'hui, mais ce n'est pas à 100% du temps qu'on passe. On le propose toujours parce qu'on a des clients qui sont fidèles, on a des personnes qui viennent nous contacter et nous, on adore aussi monter ces projets-là. La partie événementielle sur des formats particuliers, on adore. Franchement, c'est une fois que tu as commencé à organiser une backyard ultra, c'est très addictif. Hein. Parce que tu t'attaches aux gens, le format est particulier, tu vois les coureurs tout le temps, même si c'est très long en organisation, parce qu'il faut être présent tout le temps. Donc ça, on veut le faire un peu plus grandir, mais déléguer des choses. Ça, c'est ce qu'on est en train de faire. Et sur la partie séminaire d'entreprise, on veut continuer à développer cette partie-là parce qu'on est convaincu qu'en faisant bouger les entreprises, ça va impacter, enfin les collaborateurs, ça va impacter sur le mouvement des personnes dans leur vie globale. Et j'en suis un exemple pur, si on revient au départ. Je me suis mise à bouger parce que je suis allée courir avec mes collègues. Et en fait, c'est ça qui fait que derrière, ça a un impact dans ta vie perso. Donc voilà, je pense ces 3 pans d'activité, on les garde, mais il y a 2 pans qui vont être un peu plus développés, d'autres qui vont être maintenus, mais c'est comme ça, je pense que ça va évoluer dans l'avenir. Ok. Du coup, oui, c'est vrai que si on résume, tu as quand même entrepris pas mal de choses, tu as créé des courses, tu as fait des courses, tu as créé des agences, tu as lancé plusieurs podcasts. Ce sont pas les projets qui manquent. Du coup, d'après toi, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu dans l'âme, cette âme d'entrepreneuse, ou c'est quelque chose qui s'est développé un peu malgré toi? Alors je pense que je suis une personne qui aime pas rien faire. Je pense que c'est ça c'est ça le truc. Alors parfois, on fait trop, hein. On fait trop, il faut s'arrêter et on a dû sélectionner. Par exemple, aujourd'hui, le podcast, on passe moins de temps dessus parce qu'on sait que ça demande beaucoup de temps et qu'aujourd'hui, c'est un projet, même si c'est ultra chouette de pouvoir rencontrer des gens, les interviewer. Je pense que voilà, tu vas être dans la même optique. C'est très demandant et ça demande vraiment un investissement à part entière. Donc ça, on l'a un peu laissé de côté. Mais oui, je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui bougeait, qui aimait faire bouger les choses. J'organise déjà pas mal de choses dans mon entourage. Alors, de moins en moins, c'est moi, je prends un peu comment dire, je recule, je prends un peu de recul là-dessus parce que comme quand tu organises plein de trucs dans ta vie professionnelle, dans la vie personnelle, tu as un peu envie de lâcher prise. Mais
Mais ouais, du coup, je pense que j'ai toujours voulu avoir ma société. Et après, c'est de fait, ça s'est fait dans le sport et c'est très cool, même si c'est demandant, on a l'impression que c'est toujours fun, etc. Mais il y a beaucoup d'organisation derrière. Euh, et je pense que si jamais à un moment donné, bah, ça marche plus, peut-être que je ferai autre chose. Mais en tout cas, je garderai cette âme d'entrepreneuse parce que j'adore créer des choses. J'ai 1000 idées et que derrière, j'essaie de me calmer aussi. Et puis Fred et moi, on est deux personnes qui ont pas mal d'idées et parfois on essaie de se mettre des petits, comment dire, des petits coups de frein à main pour pas tout développer parce que sinon, on aura encore plus de projets et parfois il faut savoir se concentrer. Et ça c'est Ok. important pour bien développer, je pense, une entreprise, une activité. Ok. Du coup, est-ce qu'il y a un projet qui t'a plus transcendé que les autres ou est-ce ils t'ont tous un peu marqué à leur manière? Dans tout ce qu'on a Dans tout ce que entrepris, t'as, ouais, dans tout ce que t'as pu faire. euh, on a qui n'a pas eu lieu. Il y en a un qu'on a. Alors, tous les trois là qu'on mène de front sont super, mais il y en a un qui nous a marqué et on est un peu triste de ne pas avoir pu concrétiser. C'est le Trail de France, donc c'était un trail qui parcourait la France en 5 jours et qu'on a lancé pendant le confinement, le Covid. On s'est dit on va faire voyager les gens en France et en fait d'une autre manière. Et malheureusement, on n'a pas pu le maintenir. Mais l'idée même d'aller découvrir la France en courant, c'était juste incroyable parce qu'en fait, on refaisait au final la même chose que moi, ce que j'avais fait en courant pendant mon tour du monde. Donc j'avais ce sentiment, encore une fois, de liberté qu'on allait pouvoir proposer à tout le monde lors d'une semaine qui était chouette. Euh, mais je pense que en fait, on se rend pas compte de ce qu'on a accompli. C'est que quand on regarde derrière, tu sais, souvent tu te dis, enfin moi je suis très critique, et Fred pourra le dire. Euh, je me rends pas compte de ce qu'on fait. En fait, c'est que quand je prends le temps de me poser où je me dis, ah ok, on a fait ça. Et je prends l'exemple des Infinity Trail. Le premier événement, on avait 50 personnes. Aujourd'hui, on a 7 événements qui sont organisés, qui sont quasiment tous complets. Euh, et en quelques heures ou en quelques semaines. Et ça, c'est chouette. Ça veut dire qu'en fait, le travail qu'on a fourni, le temps qu'on a passé, il n'est pas vain. Et c'est la concrétisation qui fait que derrière, on se rend compte que ce qu'on a accompli, ça valait le coup. Et puis le faire à deux, c'est chouette. Parce que on a beau dire, c'est très compliqué de bosser avec son compagnon, son conjoint, parce qu'il y en a qui me disent et qui me disaient et qui me disent toujours, moi je pourrais jamais le faire. Mais en fait, dans les moments durs, c'est compliqué, mais dans les moments incroyables, mais c'est fois mille. C'est-à-dire qu'en fait, tu as la personne avec qui tu es tous les jours, avec qui tu peux partager et qui sait ce que c'est. Et ce sentiment-là, il est génial. Donc, ouais, je pense que c'est le chemin. Le chemin, il faut pas l'oublier. En fait, souvent, je l'oublie et je me le rappelle quand je fais des petites pauses. Et je me dis que malgré tout ça, malgré le Covid, on a quand même réussi à avancer. Mais c'est pas fini, c'est toujours ça, une boîte. Et je pense que tout le monde le dira, chaque personne qui a une entreprise, c'est jamais fini. C'est jamais acquis en tout cas. C'est un jeu infini. C'est ça. Pour conclure l'épisode, du coup, j'ai 3 petites questions rapides à te poser. Donc, la première, c'est est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué durant ta vie? Eh ben, c'est un livre, et j'en ai pas parlé parce que c'est chouette que ce soit ces 3 dernières questions, mais le livre, c'est les 3 kiffs par jour de Ok. Florence Servan-Schreiber, et ensuite elle a fait Power Patate, parce que c'était la suite, on va dire, enfin, c'est 2 choses qui étaient assez liées. Je l'ai lu quand j'ai commencé à courir. Et c'est ça, d'où la liste, tu sais, que j'ai faite, c'est ça qui a fait que j'ai activé des choses dans ma vie. Et du coup, je pense que sans ça, et sans la course, etc., bah, j'aurais pas activé des choses. Donc ça a profondément changé ma manière voilà, d'avancer, de fonctionner. Et je l'ai d'ailleurs offert à plein de gens autour de moi par la suite parce que je me suis dit, il faut absolument que tout le monde le lise.
Voilà, mais ça date. OK. Deuxième question, quel est le souvenir que tu aimerais laisser derrière toi? Ça, c'est une question un peu difficile, mais je pense que je dirais, si j'ai réussi à rendre les gens heureux. Voilà, parce que c'est ce qu'on essaie de faire et c'est ça, en fait, qui nous pousse à organiser des événements, à organiser des voyages, à faire ce qu'on fait. C'est rendre heureux les gens, qu'ils aient passé un moment et qu'ils disent: «Waouh, OK, c'était cool, c'était cool, c'était top». OK. Et pour finir, est-ce que tu aurais une petite anecdote de sport à nous raconter? Hem Ouais, c'est dur. C'est ça, je crois que ça, c'est la plus difficile. Mais je pense que Faut en choisir une? je vais raconter celle qui a fait, voilà, l'ultramarin, ça a quand même pas mal, j'ai appris énormément sur moi. Donc c'est une course qu'un ami d'ailleurs de voyage me propose. Il me propose de participer à cette course-là. Il me dit: «Viens, on va faire un 177 kilomètres autour de la Bretagne, du golfe du Morbihan». Je rentre de mon voyage, on est en 2017. Il me propose ça peut-être en février. Et je lui dis 177 ou 77. Il me dit non, non, 177. Et là, je me dis bon, très bien. J'ai jamais fait ça. Le maximum de temps que j'ai couru dehors, enfin en course, ça devait être 10 heures. Donc ok, 10 heures, je sais gérer. Mais 177 kilomètres, le maximum de temps, je crois que c'était 42 heures. Donc 4 fois plus. Je me dis ok, bon. Et qu'est-ce que je fais? J'envoie un message à Fred. Je lui dis bon, j'ai demandé à la seule personne qui ne pouvait pas me dire non, hein, je pense. Et je lui ai dit ok, je vais participer à ça. Parce que je savais que lui avait participé à des ultra trails, donc de 160 km et voire plus, le Tour des Géants notamment, 300 km. Et je lui dis qu'est-ce que tu en penses? Et il me dit est-ce que tu as besoin de beaucoup dormir? Moi je lui dis bah non, pas besoin de beaucoup dormir. Il dit ok. Bon, déjà ça c'est un bon truc. Et il me dit c'est je crois 70% de mental, 20% de chance, non, 20% d'entraînement et 10% de chance. Je me dis, ok, tu vois, dans ma tête, je me dis, bon, allez, le mental, je vais l'avoir. Et du coup, je m'inscris. Je m'entraîne. Je me suis jamais entraînée de toute ma vie. Enfin, je savais que j'avais couru. J'avais réussi à courir cette vingtaine de courses en 2 ans. Avant, je courais pas forcément beaucoup, mais maximum de kilomètres, c'était 42. Et je m'inscris, je m'entraîne, je vais sur le site, je suis un peu les plans d'entraînement, je comprends qu'il faut travailler la fatigue, etc. Je cours. Je cours pas. Je fais le GR20 avec une amie. Je traverse, alors pas en trail, mais en randonnée, donc un jour, un peu avant l'événement. Et je m'entraîne parfois à faire 25 km, mais sur des allers-retours de 4 km, tu vois. Donc vraiment, je travaillais le mental. Je me disais, de toute façon, ça va être long, il va falloir faire ça. Donc je m'entraîne. Et le jour J arrive et tout. Je sais pas dans quoi je me lance. Un peu comme le semi-marathon, sauf que bon, là, je me retrouve sur un 177, je sais combien c'est de kilomètres, je sais la difficulté du truc. Et Fred, potentiellement, ne devait pas venir, je lui en avais parlé, et il m'a dit non, mais moi, je suis sur un autre événement, je pourrais pas venir. Et je comprends, tu vois, il n'y a pas de souci. Enfin, on avait notre projet de lancer le voyage, mais voilà, il y a tout. Donc, il y a des potes à moi, il y a ma famille qui est là. Et puis, avant le départ, je fais une sieste pour être sûre d'être en forme, chose que je fais jamais de toute ma vie. Et j'ai dit à mon frère, Max, tu me réveilles dans une demi-heure, comme ça, je serai prête. Et qui c'est qui vient me réveiller? C'est Fred. Et en fait, il m'avait fait la surprise de traverser toute la France pour venir me faire l'assistance du début à la fin. Ah, moi, j'étais trop contente. Je me dis, c'est bon, le mec, il gère, il a déjà fait des 160 km, l'assistance, ça lui fait pas peur. Et donc, je pars sur cette course. Il commence un peu à pleuvoir au départ, mais ça va, c'est de la petite pluie. En 10 minutes, ça s'arrête et tout. Et puis, je le vois sur chaque ravitaillement, des points un petit peu particuliers, mais parce que c'est très accessible, comme tu es vraiment autour du golfe. Et donc, je fais ces 80 premiers kilomètres jusqu'au passage où tu as un petit bateau qui te fait traverser le delta du golfe pour ensuite continuer ton tour. Et donc là, il est quand même 7 heures du matin. On était parti à 18 heures la veille, le vendredi.
Mais ça va, franchement, ça va. Je suis bien, je rigole, je suis en forme. J'alterne marche et course comme je m'étais j'avais prévu de faire. Je faisais 10 minutes de course, 5 minutes de marche. Et j'arrive de l'autre côté et je vais petit déjeuner. Bon, là, je suis complètement éteinte parce que même si ça va, tu sais, tu es un peu dans un monde à part parce que, en gros, ça fait 80 km, ça fait plus de 12 heures que je cours. Voilà, j'avais jamais fait ça, donc ouais. Mais j'essaie de me tenir à cette alternance. Sauf qu'en fait, je sors du ravitaillement où j'ai fini le petit déjeuner. Et là, en fait, ma jambe gauche, en fait, l'intérieur de ma jambe gauche me fait très très mal. J'ai une douleur où je peux quasiment pas lever le pied. Et j'avais réussi à courir, marcher. Et là, je me dis, waouh, c'est chaud. Et donc là, je passe les 27 heures, donc la moitié de la course, les 27 heures suivantes, à racler le sol et à me dire, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi j'ai fait ça? Je suis d'une détresse. Ouais, je suis pas bien. J'entends des voix, je vois des choses. Et en plus, j'ai mal, mais je me dis, je me suis engagée. Il faut que je finisse cette course. À tel point que, enfin, je me dis, à 170 km, je me dis, donc on est le lendemain, on doit être le dimanche matin, je me dis, mais pourquoi je fais ça? C'est-à-dire que 170 km, j'ai pas besoin d'aller sur cette ligne à 177. Enfin, moi, dans ma vie, je ferai pas plus. J'ai dit, mais c'est quoi cette idée débile de dire que j'aurais fait 177 km? Et puis, bah, Fred me soutenait un petit peu sur cette portion, sauf qu'à un moment donné, il n'a pas dormi. Il va se coucher, et puis il y a ma mère et le mari de ma cousine qui continuent à me soutenir un petit peu sur ces derniers kilomètres parce que Fred est complètement fatigué. Et je mets des plombes à avancer, c'est-à-dire que j'avance, j'ai fait souvent la blague, mais j'avance pas plus vite qu'une mamie. Et au final, on arrive à 2 km de l'arrivée. Et là, je sais qu'il reste 2 km. Dans ma tête, il y a un truc qui switch. J'ai ultra mal. C'est-à-dire que depuis la veille, ça fait 24 heures que j'ai mal, je me mets à courir. Et je cours les 2 derniers kilomètres comme si j'avais pas mal, comme si de rien n'était. Et en fait, parce que j'ai envie de franchir cette ligne comme je l'avais fait pour le semi-marathon. Et je franchis cette ligne. Et là, bon, bah, là, tout s'éteint, il n'y a plus personne. Enfin, là c'est, mon cerveau, je me rends même pas compte de la joie que c'est de franchir cette ligne. Mais ces 2 kilomètres, il y avait mon frère, des amis, en fait, qui sont mis à courir avec moi. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte du parcours que j'avais fait. Et du coup, je suis arrivée après ces 177 km. Et il m'a fallu du temps pour réaliser. Et du coup, bah, là, je me suis dit, bon, bah, ok, si je suis capable de faire ça, maintenant, il n'y a plus grand chose qui peut me faire peur, tu vois, en difficulté. Et pour moi, ça a été un moment très marquant parce que bah, derrière, suite à ça, Fred et moi, on ne s'est plus jamais quittés. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis dit, s'il peut me supporter pendant 40 heures avec tout ça, tout ce qui s'est passé, je pense que je peux, je peux l'avoir pendant les 40 ou 50 prochaines années, tu vois. Ok, ça c'est fou quand même comme Ouais. histoire. Il y a beaucoup de personnes qui témoignent de leur course d'ultra qui nous disent que souvent c'est un peu des hauts et des bas. Toi, sur la dernière partie de la course, t'as pas connu ça du tout, t'as pas eu de regain d'énergie à aucun moment, à part sur ces 2 derniers kilomètres? À part sur les 2 derniers kilomètres, j'étais en détresse. C'est-à-dire que Ok. même ma famille enfin, mon frère qui me voit, il me dit, t'étais éteinte, tu souriais plus. Enfin, il y avait, parce que j'étais vraiment dans cette détresse-là et j'avais vraiment mal. Après, je me suis un peu reposée et tout, mais ce moment-là, je dis souvent, j'ai raclé la fin du parcours, quoi. Enfin, vraiment, j'ai limé le parcours sur la fin, quoi. C'était terrible. À part ces 2 kilomètres, ouais, ça a été très, très compliqué pour moi. Mais j'en garde quand même un très bon souvenir parce que j'ai appris énormément. J'ai appris énormément Ok. sur mes capacités d'endurance, sur le mental. Et en fait, c'est là où les 70%, je pense que ça m'a aidé. Ouais, ce que j'allais dire. Et l'assistance, il ne faut pas négliger l'assistance. Pour moi, l'assistance, c'est une grosse part de la réussite de la réussite de finir une course qui permet d'aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Ok. Bah écoute, sur ce, je te remercie pour cette petite heure passée avec moi. Avant de se quitter, quels sont les liens que tu aimerais partager à nos auditeurs pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur toi et sur ce que tu fais? Et ben, merci déjà, Elodie, d'avoir pris le temps de m'écouter, raconter un peu mon histoire.
Alors pour ceux qui veulent me suivre directement, soit sur LinkedIn, mode DEPS, ou Instagram, vous tapez la même chose, vous allez me trouver. Ça sera avec plaisir pour échanger. Pour nos 3 activités, donc infinitytrail.fr, vous allez trouver toutes les courses si jamais vous voulez participer. Trail the World si vous avez .fr si vous avez une envie de voyage, que ce soit à côté de la maison ou un peu plus loin. Et wella.co pour ceux qui veulent faire bouger leur entreprise. On a plein d'idées, voilà. Ok, bah écoute, je mettrai tous les liens en description. Bah écoute, merci beaucoup. Je te souhaite une très bonne fin de journée et beaucoup de réussite pour la suite. Merci Elodie. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Si vous avez passé un bon moment, le meilleur moyen de nous le faire savoir, c'est de prendre 2 minutes pour vous abonner et laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast et ou votre plateforme d'écoute préférée. Si vous nous regardez sur YouTube, pensez bien à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire, ça aide au référencement. Je compte sur vous, c'est important, surtout au démarrage, donc merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode du podcast Qui sait le faire.